Dans la résidence du Berghof, Adolf Hitler disposait d'environ 25 membres de personnel, un valet, des secrétaires, un cuisinier, des serveurs, ainsi que de nombreux auxiliaires. Cependant, en matière de sécurité, il était beaucoup plus protégé. Sa garde personnelle comptait près d'1 millier d'hommes. C'est un chiffre immense, mais seuls quelques-uns d'entre eux survécurent à la Seconde Guerre mondiale. Ce furent justement ceux qui survécurent qui, des années plus tard, commencèrent à partager leurs souvenirs. L'une d'eux fut Elisabeth Kallhammer, une domestique autrichienne qui travailla pendant plus d'1 an au Berghof, la résidence privée de Hitler située sur l'Obersalzberg, en Bavière. Elisabeth Kallhammer, née Brennreich, naquit en 1924 à Marchtrenk, en Haute-Autriche. En 1943, à seulement 10 à 9 ans, elle fut envoyée par l'agence pour l'emploi de Wels vers un nouveau lieu de travail. Ce n'est qu'en arrivant qu'elle apprit que son employeur serait Adolf Hitler lui-même. Malgré l'opposition de sa mère, qui la supplia de ne pas accepter ce poste, la jeune femme décida de l'accepter. En temps de guerre, travailler dans la résidence du Führer signifiait non seulement prestige, mais aussi sécurité et relatif bien-être. À son arrivée au Berghof, Kallhammer se retrouva plongée dans un monde totalement isolé, luxueux, mais également marqué par la peur et des règles strictes. Elle se souvenait qu'on lui fit signer, dès le premier jour, un engagement de secret absolu. « Tout ce que tu vois ou entends reste ici si tu prononces un seul mot, tu seras puni », lui auraient dit ses supérieurs. Des années plus tard, elle déclara « Je pouvais penser mais pas parler. Le silence devint quotidien, au point que j'en oubliais comment parler. » En tant que jeune domestique récemment embauchée, elle n'avait aucun contact direct avec Hitler. Elle pouvait le voir de loin, mais lui adresser la parole ou entrer dans ses pièces privées était strictement interdit. Le Berghof employait environ 22 femmes de chambre, chacune avec des tâches clairement définies. Elisabeth s'occupait du nettoyage, de la lessive et de la couture, et aidait parfois en cuisine. Ces récits sur l'ordre presque obsessionnel qui régnait dans la maison restent encore aujourd'hui connus. Elle affirmait que Hitler avait un attachement particulier à la porcelaine Nymphenburg, si délicate et précieuse qu'en briser une seule tasse entraînait aussitôt une sanction. Un jour, Elisabeth en cassa une et l'on lui interdit de sortir de la résidence. La vie au Berghof suivait un rythme précis, dicté par les habitudes de Hitler. Le Führer se levait rarement avant midi, généralement vers 2 heures de l'après-midi. Les journées commençaient donc tard, et les dîners se prolongeaient souvent jusque tard dans la nuit. Kallhammer racontait que Hitler, malgré son image de végétarien ascétique, avait une faiblesse pour les sucreries. Dans la cuisine l'attendait toujours son gâteau préféré, appelé par le personnel Führerkuchen. Un gâteau simple, mais préparé avec soin, à base de pommes, de noix et de raisins secs. Bien qu'il ne consommât officiellement que des plats végétariens et de l'eau chaude, il n'était pas rare qu'il descende la nuit en cuisine pour en prendre une part. Les conditions de vie et de travail dans la résidence étaient, selon elle, bien meilleures que dans les villes allemandes ravagées par la guerre. Le personnel mangeait ensemble et bénéficiait de fruits, de jus et de produits déjà indisponibles pour la population. L'eau provenait de Gastein, et rien ne manquait dans la cuisine, un contraste douloureux avec la faim et la pauvreté de sa région d'origine. Kallhammer se souvenait également d'Eva Braun, avec qui le personnel avait plus de contact. Bien qu'elle ne fût pas officiellement l'épouse de Hitler, elle était traitée comme la maîtresse de maison. Les domestiques la saluaient par « Hey, gracieuse demoiselle ». Kallhammer la décrivait comme élégante, souriante et bienveillante envers le personnel. Eva Braun dessinait leurs uniformes des tabliers blancs à fermeture diagonale et les invitait à des projections de films dans le cinéma privé du Berghof. Son actrice préférée était Marika Röck, dont on regardait les films ensemble. À Noël, Braun offrait de petits cadeaux au personnel, notamment de la laine destinée à tricoter des chaussettes pour les soldats au front. L'apparente idylle du Berghof prit fin après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Kallhammer racontait qu'à partir de cet événement, l'atmosphère changea radicalement. Tout était tendu, rempli de crainte, et les rencontres avec le Führer se déroulaient sous un secret encore plus strict. En juillet 1944, Hitler quitta le Berghof pour toujours. En avril 1945, la résidence fut bombardée par l'aviation alliée, puis occupée par les troupes américaines. Elisabeth Kallhammer y travailla presque jusqu'à la fin, assistant à l'effondrement de ce monde de luxe illusoire et de peur. Elle mourut le 24 mars 2022 à Salzbourg, à l'âge de 97 ans. Gertraud Trodel, Jung fut la plus jeune des secrétaires privées de Hitler et finalement la dernière. Elle naquit Gertraud Hamps le 6 mars 1920 à Munich, dans une famille aux modestes origines bourgeoises. Son père était brasseur, sa mère s'occupait du foyer et des 2 filles. Adolescente, elle rêvait de devenir danseuse, mais choisit finalement une voie pratique, un cours de sténographie et de dactylographie, qui dans l'Allemagne nazie, permettait d'accéder au travail de bureau.
Elle s'installa à Berlin, intégra l'équipe des dactylographes de la chancellerie du Reich et, après une série d'examens internes, fut admise en décembre 1942 dans le cercle restreint des secrétaires privés du Führer. À partir de ce moment, elle participa à la vie quotidienne, strictement ritualisée, du dictateur. Réveil tardif, repas végétariens, conversation autour du thé l'après-midi, projection de films en soirée et travail nocturne sur documents, ordres et correspondances. Elle travaillait partout où se trouvait Hitler, dans la Wolfschanze en Prusse orientale, au Berghof près de Berchtesgaden et dans la chancellerie du Reich elle-même. Elle prenait sous dictée, transcrivait, organisait des documents et notait des remarques, tout en observant son attitude polie mais distante envers son entourage proche. En juin 1943, encouragée par le cercle de cour, elle épousa Hans Hermann Jung, serviteur de longue date et plus tard officier des Waffen-SS. Mais le mariage prit fin lorsqu'il fut tué au front en France en août 1944. Traudel retourna alors à sa machine à écrire. Durant l'hiver et le printemps 1945, elle descendit avec la suite diminuée dans les pièces souterraines sous les jardins de la chancellerie du Reich, dans ce bunker claustrophobe, où les derniers jours de la guerre étaient rythmés par le claquement des touches et les rapports du front. Elle fut témoin du dénouement final. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1945, après le mariage discret de Hitler avec Eva Braun, elle rédigea sous dictée son testament privé et politique. Le 30 avril, elle entendit le coup de feu qui mit fin à la vie du dictateur. Le lendemain, elle rejoignit un groupe de fuite dirigé par le général Wilhelm Mohnke, cherchant à traverser les ruines de Berlin. Après une brève fuite et un changement en vêtements civils, elle fut capturée le 9 juin 1945 par des soldats soviétiques et interrogée par le contre-espionnage soviétique. Dans l'Allemagne d'après-guerre, elle fut classée comme Mittelfreund, une personne ayant suivi le régime, sans y jouer de rôle dirigeant, et fut libérée. Elle mena une vie discrète en République fédérale, elle travailla comme secrétaire du rédacteur en chef du magazine Quick, se consacra au journalisme et à la correction de textes, puis déjà à Munich, fut employée dans une institution dédiée à la protection du patrimoine culturel bavarois, où elle resta jusqu'à sa retraite en 1981. Elle rédigea ses mémoires tôt, en 1947, mais le manuscrit resta pendant des décennies dans un tiroir, refusé par les éditeurs et par elle-même, qui n'étaient pas prêtes à affronter publiquement son passé. Ce n'est qu'au tournant du XXIe siècle, avec le soutien de la journaliste Melissa Müller, qu'elle décida de reprendre ses notes et de publier le livre jusqu'à la dernière heure, tout en enregistrant un long entretien avec André Heller et Ottmar Schmiederer, qui devint le documentaire « Dans l'angle mort », la secrétaire de Hitler. Elle mourut d'un cancer à Munich le 10 février 2002. Margot Wölk était une secrétaire allemande qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fut contrainte de travailler comme goûteuse pour Adolf Hitler dans son quartier général sur le front de l'Est, la Tanière du Loup en Prusse orientale. Elle n'avait alors que 24 ans. En 1942, alors que Berlin était déjà lourdement bombardée, elle s'enfuit de sa ville natale pour rejoindre ses beaux-parents dans le village de Großparsch, situé à proximité de la Tanière du Loup. Peu après, elle fut sélectionnée par la SS pour faire partie d'un groupe d'une quinzaine de jeunes femmes chargées de goûter chaque jour les plats destinés à Hitler afin de vérifier qu'ils n'étaient pas empoisonnés. Wölk racontait que chaque matin, des soldats venaient la chercher chez sa belle-mère et la conduisaient au baraquement du village voisin de Krausendorf. Là, sous la surveillance de la SS, les femmes s'asseyaient à une longue table et goûtaient, à des heures fixes, les plats préparés dans la cuisine du Führer. Tous les mets étaient végétariens, car Hitler ne mangeait pas de viande. On servait des légumes, du riz, des pâtes, des salades, des sauces et des fruits. La nourriture était savoureuse et soigneusement cuisinée, mais personne ne pouvait en profiter. Chaque bouchée pouvait être mortelle. Après la dégustation, les soldats observaient les femmes pendant un certain temps. Si aucune ne présentait de signes d'empoisonnement, la nourriture était emballée et transportée jusqu'à Hitler. Margot se souvenait ne l'avoir jamais vu en personne, mais apercevait souvent son berger allemand bien-aimé, Blondie. Après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944, les mesures de sécurité furent considérablement renforcées. Les femmes ne furent plus autorisées à rentrer chez elles et durent habiter dans un bâtiment scolaire abandonné, entouré de barbelés et gardé par des sentinelles. « Nous étions comme des animaux en cage », déclara plus tard Wölk. À la fin de 1944, alors que l'armée rouge s'approchait de la Tanière du Loup, un officier de la SS, ému par son sort, l'aida à s'enfuir de Prusse orientale vers Berlin. Plus tard, elle apprit de lui que toutes les autres goûteuses avaient été violées et assassinées par des soldats soviétiques. Margot fut la seule à survivre. Sa vie antérieure ne correspondait pas non plus aux idéaux de l'État nazi. Margot avait refusé de rejoindre la Ligue des jeunes filles allemandes et son père avait été puni pour avoir refusé d'adhérer au NSDAP. En 1939, elle épousa un employé des chemins de fer, Karl Wölk.
Durant son séjour en Prusse orientale, elle n'eut aucun contact avec lui et pensa qu'il avait été tué au front. Après la chute de Berlin en 1945, elle traversa l'une des périodes les plus tragiques de sa vie. Pendant 2 semaines, elle fut violée à plusieurs reprises par des soldats soviétiques. Elle souffrit de graves blessures qui l'empêchèrent par la suite d'avoir des enfants. En 1946, elle retrouva son mari par surprise. Il avait survécu à la guerre et à la captivité. Leur mariage dura jusqu'à sa mort en 1980. Pendant toutes ces années, Margot ne révéla à personne, pas même à son mari, ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Elle garda le silence pendant plus de 70 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 95 ans qu'elle décida de raconter son histoire. Maria Josepha Reiter. Elle était vendeuse dans les Alpes bavaroises, et sa relation tumultueuse et intermittente avec Adolf Hitler, à la fin des années 1920 et dans les années 1930, devint l'un des épisodes les mieux documentés et également l'un des plus controversés de la vie privée du Führer. Bien que des titres sensationnalistes l'aient souvent appelée « la servante de Hitler », elle ne fut en réalité jamais sa domestique. Ce n'est qu'après la guerre, tentant de reconstruire sa vie dans l'ombre de son passé, qu'elle travailla pendant un temps comme femme de chambre dans un hôtel. Elle était la plus jeune fille d'un militant social-démocrate local et rencontra Hitler pour la première fois en 1926, alors qu'elle n'avait que 16 ans et travaillait dans une boutique près de sa résidence montagneuse d'Obersalzberg. D'après ses récits ultérieurs, le chef du parti nazi, alors âgé de 37 ans, engagea rapidement un flirt qui se transforma en une relation émotionnellement manipulatrice. Hitler lui aurait promis qu'il se marierait un jour et aurait des enfants blonds aux yeux bleus, mais que, pour l'instant, sa mission devait rester prioritaire. Plus tard, on rapporta des promenades dans les jardins thermaux de Berchtesgaden, une invitation à assister à l'un de ses discours, ainsi que la célèbre scène gênante où Reiter refusa un baiser. Tout cela est principalement connu à travers ses propres souvenirs d'après-guerre et des reportages de 1959. Lorsque Hitler commença à s'éloigner d'elle et rompit finalement la relation, Maria tomba dans le désespoir. En 1928, elle tenta de se pendre, mais survécut. Cet épisode dramatique fut plus tard cité comme exemple des relations toxiques qu'Hitler entretenait avec les femmes. Cherchant une vie plus stable, elle épousa vers 1930 l'aubergiste Ferdinand Woldrich, mais le mariage se désagrégea rapidement. Selon elle, l'avocat personnel de Hitler, Hans Frank, l'aida lors du divorce sur ordre du Führer. Rite affirma que Rudolf Hess la persuada ensuite de revoir Hitler à Munich. Selon son récit, ce fut alors que lieu une intimité physique, et Hitler lui aurait proposé de devenir sa maîtresse, ce qu'elle refusa, exigeant le mariage et une reconnaissance publique. Ces détails sensationnels furent révélés en 1959 par le magazine allemand Stern, provoquant une tempête médiatique en Allemagne et à l'étranger. Après l'accession de Hitler au pouvoir, ils se revirent encore quelques fois, mais en 1934, Reiter refusa de nouveau d'être la femme cachée dans sa vie. En 1936, elle épousa l'officier SS Georg Kubisch, et Hitler, selon certaines sources, la félicita personnellement lors d'une réunion des SS. Leur dernière rencontre eut lieu en 1938. Reiter se souvenait que Hitler s'y plaignit de ses problèmes avec Eva Braun. Kubisch fut tué en juin 1940 lors des combats de Dunkerque, et Hitler aurait envoyé à la veuve 100 roses rouges, geste souvent mentionné dans les biographies comme signe qu'il conserva pour elle une forme d'attachement. Erna Flegel était une infirmière allemande de la Croix-Rouge qui se trouvait dans le bunker d'Adolf Hitler lors de la chute de Berlin en 1945. Elle était née à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Après avoir terminé ses études d'infirmière, elle travailla dans des hôpitaux militaires et fut affectée en 1943, dans le cadre de son service, au personnel médical de la chancellerie du Reich. Dans les derniers mois de la guerre, elle entra au cœur de l'enfer berlinois, le complexe souterrain de bunkers où se trouvaient les quartiers de Hitler et de son cercle le plus proche. En avril 1945, alors que l'armée rouge resserrait son étau autour de Berlin, Flegel fut affectée à un hôpital de campagne installé dans les sous-sols de la chancellerie du Reich. Le poste médical se trouvait juste au-dessus du Vorbunker et du Führerbunker, l'endroit où Hitler passa ses derniers jours entouré de ses conseillers et secrétaires les plus proches. Dans ces souterrains régnait une demi-obscurité suffocante, le vacarme constant des bombardements et des explosions, ainsi qu'un flot ininterrompu de soldats et de civils blessés. Flegel y travaillait aux côtés du médecin personnel de Hitler, le docteur Werner Haas, et d'autres membres du personnel médical. Dans ses souvenirs, elle disait que la vie dans le bunker avait cessé de ressembler à la réalité. Les gens ne dormaient que quelques heures, les bruits de la guerre se mêlaient aux cris des blessés, et tous perdaient peu à peu la notion du temps. Durant cette période, Erna Flegel côtoya la plupart des figures du cercle intime du Führer.
Elle rencontra Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande Joseph Goebbels, et aida souvent à s'occuper de leurs 6 enfants qui restèrent dans le bunker jusqu'à la fin. Les enfants étaient, selon elle, adorables, calmes, bien élevés et totalement inconscients de leur destin. La tragédie de leur mort, empoisonnée par leur mère sur l'ordre de leur père, la marqua profondément, laissant en elle une blessure qui ne guérit jamais. Dans ses récits, Magda Goebbels apparaissait comme une femme fière et maîtresse d'elle-même, mais intérieurement brisée. À propos de son mari, elle déclarait ouvertement « Personne ne l'aimait. Il était impitoyable, arrogant et entièrement dévoué à l'idéologie. » Elle évoqua également Eva Braun, la compagne de Hitler, avec qui elle échangea quelques mots dans les derniers jours d'avril. Elle la décrivait comme une femme plutôt superficielle, soucieuse de son apparence et peu intéressée par les affaires de l'État. « Je n'ai jamais vu personne la prendre au sérieux », disait-elle. Quant à Hitler lui-même, elle parla de lui avec une retenue surprenante. Il lui apparaissait comme un homme d'une force de charisme extraordinaire qui, même dans un état d'effondrement physique et mental, pouvait imposer sa volonté aux autres. Elle le vit à plusieurs reprises dans les couloirs ou dans les salles médicales où il venait remercier le personnel pour les soins apportés aux blessés. Le 29 avril 1945, quelques heures avant son suicide, Hitler fit ses adieux au personnel, il s'approcha de chacun, serra la main et prononça quelques mots à voix basse. Flegel se souvint que ce fut un moment de silence où nous savions tous que c'était la fin. Elle ne fut pas témoin de sa mort, mais lorsque la nouvelle se répandit dans le bunker, personne n'en douta. À cet instant, dit-elle, leur serment de loyauté prit fin. Le bunker sombra dans le chaos. Certains tentèrent de fuir, d'autres se laissèrent envahir par le désespoir, et dans l'hôpital souterrain continuaient d'affluer des blessés. Dans la nuit du 1 août au 2 mai 1945, après la capitulation de Berlin, Flegel resta sur place, soignant les blessés jusqu'à la dernière minute. Lorsque les soldats soviétiques pénétrèrent dans la chancellerie du Reich, elle ne s'enfuit pas,